Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue jusqu'à 20h ce soir et on vous remercie de nous écouter chaque jour sur Sud Radio, c'est toujours un plaisir et vous pouvez nous découvrir comme tous les jours sur Twitter, Facebook, Instagram ou TikTok ou vous inscrire si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube avec Aurore aujourd'hui, pas du tout, Aude au 0826 300 300 avec Philippe Bilger autour de cette table. Mon cher Philippe, bonjour. Bonsoir. Je pensais à Rémi André lorsqu'il parlait du gris dans cette émission que j'adore, ma chère Cécile, c'est jamais gris. Ah bah c'est ça. Blanc, noir, rouge et noir, tout ce qu'on veut. Parfois il y a 50 nuances de gris quand même. Ouais. Ah non. C'est défaitiste. Essayez d'éviter les mots qui ne signifient pas que vous avez de l'esprit. Oui. Non, c'était la traduction d'un mot anglais, mais c'est pas grave. 50 nuances de gris. Voilà. On avait compris. J'avais des doutes vous concernant. Mais non, mais... ça démarre bien. Surtout que 50 nuances de grès parlant d'une aventure SM, je pensais que c'était le style de Philippe Bilger. Mais d'accord, donc vous êtes gangrené. D'accord, donc cette émission commence depuis 4 minutes, on parle déjà en dessous de la ceinture, c'est bien. Et c'est Mickaël Sadoun, bien entendu. Bienvenue Mickaël. Merci en tout cas d'être avec nous, chroniqueur politique et consultant. On va revenir dans ce sommaire sur Laurent Wauquiez et les députés LR qui renoncent à la censure, tandis que Bruno Retailleau, le président républicain, maintient sa ligne, accentuant même la fracture entre les deux branches du parti. Et on vous pose cette question, la fracture Retailleau-Wauquiez va-t-elle être fatale à LR ? Eh bien, vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et moi, je vous le dis, ces derniers jours, Retailleau et Wauquiez ont cloué le cercueil de LR. Ni fleurs, ni couronne. Et puis, on va revenir sur l'autonome de Solidarité Laïque qui alerte face à la violence banalisée à l'encontre des enseignants qui agissent pour la protection, justement, de ces personnels. La violence aurait bondi de 23% en 5 ans. Et on vous pose cette question. Hausse des violences envers les personnels d'éducation. Faut-il sanctionner les élèves, les parents, les deux ? Vous dites les deux à 73%, les parents à 19% et les élèves à 8%. Moi, je pense qu'il faut sanctionner très fort les coupables, quels qu'ils soient, et qu'enfin les sanctions soient appliquées. Mais parler d'autorité en France, n'est-ce pas un peu ringard ? Et on vous parle là tout de suite du parti des Républicains. Et ça chauffe un petit peu. Et notre deuxième priorité, c'est que la France ne soit pas bloquée. Et nous nous engageons, conscients des compromis nécessaires, pour que des lois indispensables soient adoptées. Cette position, nous l'avons définie collectivement avec nos députés et nos sénateurs. Nous ne censurerons pas un gouvernement a priori et nous ne ferons pas partie de ceux qui feront tomber les premiers ministres. Les vraies voix Sud Radio. Philippe Bilger, le torchon brûle. Oui, mais... ma chère Cécile, j'ai pris tout à l'heure une actualité où je parlerai spécifiquement de Bruno Retailleau, donc je veux bien traiter le thème ici. Il y a quelque chose d'assez paradoxal on vous en remercie. de la part de Laurent Wauquiez, et c'est le fait qu'il a, au début de son discours, donné des leçons de comportement, voire de morale collective à cette Assemblée nationale, et lui-même a donné l'exemple de la plus exemplaire, si j'ose ce terme, incohérence. Comment est-il possible que, avec une argumentation que je trouve infiniment biaisée, ils viennent soutenir que il faut soutenir un gouvernement qui va mettre en cause la principale mesure qui constituait la différence essentielle des Républicains, par exemple avec le Rassemblement national. C'est une incohérence de la part des députés républicains qui s'explique, si j'ose une vulgarité, par la trouille immense qui les saisit à l'idée de retourner devant l'électeur. Je suis persuadé que s'ils avaient eu le courage d'y aller plus tôt, ils auraient sauvé leur mise. Maintenant, s'ils y allaient, ce serait une catastrophe. Si Laurent Wauquiez accepte la suspension de la réforme des retraites, c'est pas par incohérence idéologique, c'est pas que soudainement il est devenu socialiste. Il le dit, c'est par stratégie politique et par volonté de stabilité politique. Donc ça, il s'en cache même pas. Et moi, je comprends parfaitement la stratégie des Républicains. Elle consiste aujourd'hui à se désolidariser d'un gouvernement macroniste pour ne pas en porter le fardeau et le bilan,
tout en restant sur les bancs de l'Assemblée nationale en attendant 2027. C'est une stratégie qu'on peut remettre en cause si tu veux, mais c'est une stratégie qui, pour moi, en tout cas, est cohérente. Et d'ailleurs, Bruno Retailleau ne s'est pas opposé frontalement à cette stratégie non plus, parce qu'il a fait un communiqué qui était ambigu, mais qui n'était pas en affrontement non plus avec Wauquiez. Par contre, les vice-présidents des Républicains, eux, sont en affrontement frontal avec Wauquiez. Est-ce que c'est Retailleau qui les envoie ? J'en sais rien. Mais bon, ça me paraît cohérent. Lorsque Retailleau dit que, en réalité, le Cornu a complètement cédé aux socialistes et que c'est tout de même une opposition frontale, j'ajoute que certes Wauquiez parle de stabilité, mais tout ça c'est du vent en réalité. Derrière tout cela, tu as l'antagonisme Wauquiez-Retailleau. Ça, je veux bien qu'il y ait un Wauquiez un petit peu mauvais joueur dans l'affaire. Mais ce qu'il dit est quand même cohérent. Non mais cohérent, mais quand on lit ce qu'on lit sur les réseaux sociaux, j'ai vu hier soir ou ce matin, peu importe, un député LR, qu'on connaît ici, Jean-Didier Berger, qui était maire de Clamart, qui maintenant est député LR. Vous me passerez l'expression régler ses comptes avec François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR. Bellamy tweet, il faut voter, un truc du style, il faut voter la censure. J'aurais voté la censure. Et Jean-Didier Berger lui répond, c'est pour ça que tu n'es pas député. Non mais est-ce qu'on se rend compte, non mais vous vous rendez compte du truc, que les types sont en train de se tirer à vue sur les réseaux sociaux. Et alors le must, c'est quand même le communiqué de David Lisnard, qui est pour moi, sur le fond, a raison de A à Z, sur son analyse. Mais que font ces gens-là encore ensemble? Alors, déjà, le communiqué de Lisnard, je ne l'ai pas lu. Alors, il est assez long, c'est pour ça que le résumé en... C'est très sanglant, c'est très cash. Vous le lisez. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit sur la stratégie des Républicains, il comprend pas. Je peux vous le dire parce qu'on l'a échangé avec... Il dit surtout qu'il est prêt à quitter les LR, en fait. Oui, bien sûr. Mais en même temps, lui, il n'est pas sur les bancs de l'Assemblée nationale. Donc, si vous voulez, la dissolution, ça ne l'effraie pas. Donc, c'est confort. Le tweet de Nouvelle Énergie commence par « Il faut censurer ». David Lisnard réagit à la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu. Donc on a des gens qui sont dans un parti, qui ne sont d'accord finalement sur pas grand-chose, et dont on se dit que... Je vais faire un petit parallèle historique. Rappelez-vous, en 1936... sous le Front populaire, on avait dit que les communistes avaient inventé le soutien sans participation, parce qu'ils n'étaient pas au gouvernement. Et qu'entre 80 et 84, ils avaient inventé la participation sans soutien en étant dans le gouvernement de Pierre Mauroy. Mais là, les LR, c'est vraiment n'importe quoi. On censure pas, mais on vire ceux qui ont rejoint le gouvernement. On s'entretue. Ben non, mais ça n'a aucune cohérence. C'est normal. Mais ça n'a aucune cohérence. C'est normal. Mais bien ils ne veulent pas être dans ce nouveau gouvernement. C'est tout. Mais dans ces cas-là, qu'ils prennent leur courage à deux mains et qu'ils censurent. Mais non, à quoi ça servirait? Si demain le gouvernement tombe, soit on va vers un nouveau Premier ministre qui ne proposera pas autre chose que le Cornu, parce que de toute façon, il n'a pas le choix de rallier un petit peu les socialistes à sa cause. Soit, je sais pas, soit il y a une nouvelle dissolution, et dans ce cas-là, qui est le plus susceptible de gouverner? C'est le Rassemblement national qui veut passer la retraite à 60 ou 62 ans. Donc ce serait pas mieux pour les finances publiques. Non, mais les amis, que les Républicains, ils espèrent pas gouverner demain, quoi. Là, on est bien loin de l'intérêt de la France, on est d'accord. Oui, mais là, quand vous parlez d'unité en disant pour remettre de la stabilité, on n'est pas dans la stabilité. On est juste dans les appareils. Mais je pense en même temps si, c'est la stabilité politique. Je pense que vous exagérez les effets des antagonismes. On est dans une vie politique incandescente, mais moi je ne crois absolument pas à une fracture. On a connu des moments d'hostilité au sein des partis, ça n'aboutira pas forcément à une catastrophe. Oui, je suis d'accord avec toi. En plus, chez les Républicains ou chez l'UMP, etc., c'est monnaie courante. Ils adorent faire des duels ça que ça marche pas non plus. Il y en a qui ont été stimulants, des duels comme ça. Il y a eu De Villepin-Sarko qui a stimulé la concurrence comme ça. Il y a eu Chirac-Balladur qui était aussi assez fructueux. Je trouvais qu'à son... il y a eu Sarko-Chirac, mais Chirac était déjà en fin de course. Oui, c'est ça. C'était un règlement de compte personnel. C'était une trahison père-fils. Oui, mais c'était pas une lutte fratricide. Non, mais la grosse différence, les amis, c'est qu'à l'époque, ils faisaient 20% ou 25% des voix à la présidentielle. Aujourd'hui, ils font 4%. Oui. Je suis d'accord. Mais quantitativement, ça veut rien dire. Regardez, vous êtes c'est bien, Philippe, en minorité ici, et pourtant vous appréciez. Allez, vous voulez bien entendu commenter ce qui vient d'être dit, 0826 300 300. C'est Aude qui vous attend au standard. Ça nous ferait très plaisir de débattre avec vous. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et chers amis, je vous mets un peu à l'écart de ces conversations hors antenne, à l'abri de ce que j'entends autour de cette table parfois. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est très grave et c'est très bête. C'est très bête, mais c'est très drôle. C'est très drôle. Philippe Bilger est avec nous, parce que ça n'est pas le dernier, je tiens à le signaler quand c'est même. même le premier. Oui, Oui, mais ma chère Cécile, vous ne pouvez pas me mettre au sein de ce troupeau. Pas du tout. Ce troupeau, mais je vous en prie. Mickaël Sadoun, chroniqueur politique et consultant, mais pas que, visiblement. Pas que. On peut parler d'autre chose. Et Philippe David. Et on revient sur cette fracture qui pourrait éventuellement s'accentuer entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, et vous au 0826 300 300. Est-ce qu'il y a quand même, Philippe Bilger, quand même un problème d'ego dans ces partis, parce que Wauquiez et Retailleau, c'est quand même une histoire qui dure depuis longtemps, et il y a quand même un petit problème. Absolument, mes chers amis. Et le paradoxe, c'est que le problème d'ego est éclatant chez Laurent Wauquiez, qui très justement, je serais à sa place, j'aurais peut-être autant de mal à avoir supporté la cinglante défaite qu'il a subie. Et de l'autre côté, paradoxalement, je dirais que Bruno Retailleau n'a pas assez profité de sa victoire éclatante. Comme selon cette formule célèbre, un chef, ça doit cheffer, je l'ai senti par moments presque en posture de timidité à l'idée d'exercer tout le pouvoir qu'il avait le droit d'exercer sur le parti. Non seulement quand il était ministre, une double activité épuisante, mais depuis, et il me semble qu'il faut qu'il retrouve confiance en lui-même à partir du score qui a été le sien et qui lui a donné toute légitimité pour imposer sa règle. J'ai une question à vous poser. Est-ce que, par exemple, Mickaël Sadoun et Philippe, est-ce que ça ne vous gêne pas de vous dire qu'un ministre a un engagement par ailleurs en tant que président de parti au sein d'un gouvernement? Est-ce que c'est pas quelque chose qui finalement est choquant? Est-ce que c'est pas quelque chose qui on devrait dire peut-être, voilà, vous êtes LR, mais vous ne pouvez pas représenter un parti dans un gouvernement? Est-ce que ça peut vous gêner? Et moi je me dis... Pas tellement. Non? Ok. Pas tellement, parce qu'au bout d'un moment il représente une sensibilité. Au contraire, je trouve que ça lui donne une légitimité politique pour intégrer un gouvernement, parce qu'il représente réellement une sensibilité politique du pays. Donc moi je trouvais que c'était pas mauvais. Après je trouve que... Oui, sauf qu'il a un cerveau dans le gouvernement et un cerveau aussi de faire de la politique à l'extérieur. C'est vrai, mais je crois qu'on peut être à la fois... partisan entre guillemets et à la fois travailler pour l'intérêt général, parce qu'il n'y a pas de neutralité absolue et que vous envoyez un ministre de droite ou de gauche être partisan et être patron de ses partisans, c'est pas du tout la même chose. Mais bon, je vous lance ça comme ça. Tu penses que ça avait montré qu'il pouvait être les deux. Mais là où je vous rejoins, Cécile, sur un autre plan, moi je pense qu'il serait utile pour les Républicains qu'on remette en cause cette absurdité que le président du parti soit en opposition avec le responsable du groupe parlementaire. Il faudrait que le président du parti ait la main sur... Désolé de dire que... tu as raison de dire... Désolé, Philippe. Vas-y. Je suis d'accord avec toi pour dire que Bruno Retailleau n'a pas profité de sa position de leader et qu'il a péché presque par ce caractère trop humble, mais il a fait quand même une petite erreur ou une incohérence dans sa stratégie en disant « Je me retire d'un gouvernement parce qu'il y a Bruno Le Maire qui pourtant vient des Républicains ». Mais j'apporte une certaine forme de soutien à un gouvernement dans lequel il y a des socialistes et Olivier Faure. Donc il a aussi pâti, je dirais, de cette erreur stratégique. Je pourrais répondre une fois que la vérité sera sortie de la bouche. Vous me connaissez très bien. Non, je voudrais répondre à ce que disait Cécile. Alors moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Rappelons-nous quand même l'intermède où Sarkozy a mis la main sur l'UMP. Et qu'il était à Beauvau, il faisait les deux à la fois. Et je pense qu'on peut pas dire qu'il a été un mauvais ministre de l'Intérieur. Ah, c'est pas ce que je dis. C'est pas du tout ce que je dis. Non, mais j'ai bien compris que c'est pas ce que vous aviez dit. Mais moi, ça me pose pas plus de problèmes que ça. Mais je crois que finalement, ce qui pose question et ce qui pose un vrai problème,
Enfin là, il a quand même démissionné parce que ça correspondait pas à ce qu'il voulait en tant que chef de parti. Donc il y a une incidence de toute façon. Non, il n'a pas démissionné, il a fait imploser le gouvernement. Parce que c'est son tweet, je dirais pas outrancier, je sais pas comment le qualifier, ce tweet, mais ce tweet qui met les pieds dans le plat et qui éclabousse partout, comme disait ma mère, qui pousse quelque part, le lendemain même, c'est le gouvernement de 14 heures, comme on a dit, le Cornu a démissionné son gouvernement. Mais en faisant ce tweet, il était certain de ne pas revenir au gouvernement après. Donc c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'on vit une période politique inconnue sous la 5e. Quand Sarkozy était à Beauvau et qu'il était président de l'UMP, ça s'appelait l'UMP à l'époque, ça allait parce qu'il y avait une majorité, que le pays fonctionnait, etc. Mais aujourd'hui, plus rien ne fonctionne, le pays n'est pas gouverné. Donc c'est sûr que ça pose beaucoup plus de questions. Paradoxalement, contrairement à beaucoup de critiques, j'ai apprécié le fait que Bruno Retailleau quitte le gouvernement sur une trahison humaine. C'est-à-dire qu'en réalité, il a été scandalisé par le fait que Sébastien Lecornu l'ait dupé, comme un homme qui fait confiance à un autre peut se sentir trahi. Ça m'a fait plaisir de voir qu'on sortait du politicien pour rencontrer une humiliation purement humaine. Merci beaucoup mes amis, tout de suite on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. Et un agriculteur au tribunal pour tapage nocturne après avoir nourri ses vaches trop tôt. Alors celle-là, Cécile, on n'y croit pas. Ouais, ça, on a... Un agriculteur de la Somme se retrouve poursuivi pour tapage nocturne après avoir nourri ses vaches trop tôt le matin. Oui, 3 jours à servir le petit-déj avant l'aube et le voilà convoqué devant le tribunal d'Amiens, accusé de troubler le voisinage. La plaignante, une riveraine venue d'Île-de-France, épuisés par le bruit des tracteurs et les meuglements matinaux, somnifères à l'appui. Ce mardi, une trentaine d'agriculteurs se sont d'ailleurs rassemblés pour soutenir leurs collègues. Verdict attendu le 25 novembre. Mais déjà une question se pose, va-t-on bientôt voir apparaître une amende pour chant du coq avant 7h du matin ? Nous sommes en compagnie de Denis Bully, président de la FDSEA, la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la Somme. Bonsoir Denis Bully. Bonsoir. Alors, l'affaire est très grave quand même. L'affaire est très grave parce qu'en plus, il y a eu d'autres cas comme ça et c'est systématiquement des Parisiens qui vont se plaindre. Et est-ce que quelque part, du côté de la Somme ou d'ailleurs, ça n'irrite pas un peu le cuir de nos agriculteurs ? Si, surtout quand vous parlez de la gravité des faits. Il y a de quoi être en colère parce que c'est déjà un fait qui n'a pas de précédent chez nous et c'était simplement pour le fait d'exercer le métier d'agriculteur. C'est ça que l'on a trouvé vraiment insupportable de voir un agriculteur rappelé devant les tribunaux. Est-ce que ça va dire que maintenant, il va falloir pour les gens qui emménagent dans les territoires, leur faire signer une décharge en disant vous avez bien conscience qu'il y a des bruits, qu'il y a des agriculteurs, des odeurs, vous avez bien compris sur quel secteur vous vous trouvez. Philippe Bilger, c'est quand même incroyable, Ma non ? chère Cécile, on peut demander à quelle heure ça s'est produit, tout ça, parce que... 6h du matin. 6h du matin, c'est pas non plus... c'est pas la nuit. Absolument. C'est tôt. Mais tout le monde ne se lève pas aussitôt que vous, ma chère Cécile. Oui, mais quand même, on sait très bien qu'un agriculteur, ça se couche tard et ça se lève tôt. Et surtout, quand on achète un logement à côté d'une ferme, on sait qu'il peut y avoir des bruits. Moi, je me serais interrogé sur la personne qui a vu lui faire la poursuite pour tapage. Ministère public, on a de l'intelligence. On règle le problème autrement. C'est lunaire. C'est lunaire. Oui, allez-y, Denis Bully. Je voudrais quand même rajouter que 6h du matin reste des horaires normaux pour un agriculteur et pour toute personne qui se rend au travail. Donc là, effectivement, c'était sur 3 journées assez lourdes de travail, puisqu'il y avait des travaux de plaine à arracher les betteraves et les pommes de terre, et forcément, avant de partir au champ, il faut s'occuper de ces animaux, et ça me paraît tout à fait normal pour un éleveur, puisque je suis moi-même éleveur et je connais bien la problématique. On avait d'ailleurs la plaignante qui reprochait à l'agriculteur d'avoir eu des vaches laitières auparavant et que ça ne le dérangeait pas plus que ça, et elle lui reproche d'avoir remplacé les vaches laitières par un élevage de taurillons qui normalement provoque beaucoup moins de gènes, puisque vous savez très bien que pour les vaches laitières il faut les traire
le matin et le soir, et ça génère du bruit avec la machine à traire. Donc on n'a pas trop compris. Je pense que c'est plus pour répondre aux caprices d'une personne qui est complètement qui est arrivée dans les campagnes sans s'imaginer qu'effectivement il y avait une activité quotidienne autour de l'élevage. C'est comme si dans les villes il n'y avait pas de bruit, c'est ça qui est dingue. On nous bassine avec la médiation. Ouais. Alors là, c'était exactement ce qu'il aurait fallu faire. Bien sûr, et puis là-bas, c'est une terre d'élevage, ça se passe dans le Vimeux où il y a les moutons de présalé, les bovins, etc. Voilà. Et ben moi, je vais venir habiter à côté de chez vous parce que moi j'adore. C'est magnifique comme région. Denis Bully, merci beaucoup, président de la FDSEA 80, Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles et de la Somme. Et nous, on adore les agriculteurs. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix, Philippe Bilger. Alors, je considère que Bruno Retailleau ne s'est pas autodissous. Avec vous, Mickaël Sadoun? Moi, je vais défendre les hommes politiques. J'en ai marre qu'on dise que les hommes politiques sont responsables de tout. Voilà. Philippe David. Et moi, je vais parler d'une grande innovation. Bientôt des conversations érotiques sur ChatGPT. Ah, vivement la fin de cette émission. Qu'on en parle. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Eh bien, nous sommes très heureux d'être là aujourd'hui, hier, demain, après-demain, tous les jours, Philippe David. Tous les jours, et demain on sera d'ailleurs au parc des expositions de la Porte de Versailles sur le salon Equip-Auto. Equip-Auto, exactement. On parlera automobile, comme vous le savez que tous les jeudis soirs entre 19h30 et 20h on parle automobile. Et ben ça tombe bien, demain aussi. Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et vous, 0826 300 300. Cette émission est faite pour vous, donc on a envie de vous entendre. Et tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table de l'actualité. Mickaël Sadoun, vous voulez défendre les politiques? Oui, on entend partout que les hommes politiques sont responsables du bazar et qu'ils ne pensent qu'à sauver leur place. Les politiques eux-mêmes n'arrêtent pas de s'accuser dans le genre « chers collègues, nous offrons un spectacle désastreux de la vie politique ». Mais vous feriez quoi, vous, si votre job était menacé toutes les 5 minutes? Le Parlement étant devenu un manège, pour ne pas dire le train de la mine, nos députés ne savent plus quoi faire. Chaque semaine, un groupe explose, un autre se reforme, des alliances se font et se défont plus rapidement qu'un couple de télé-réalité. Les plus grands connaisseurs de la vie politique sont incapables de prédire ce qui se passera le lendemain. Alors pourquoi les politiques le sauraient-ils ? On leur reproche de changer de stratégie. Eh ben oui, ils s'adaptent. Ça n'est pas Machiavel, c'est Darwin. Et tous les Français devraient comprendre que les hommes politiques, comme les non-politiques, pensent aussi à gagner, ou en tout cas à ne pas se retrouver sur le carreau. Alors oui, ils négocient, ils pivotent, ils changent d'avis. Mais le chef d'entreprise ne change-t-il jamais d'avis ou de stratégie ? Oui, ils veulent gagner. Mais c'est quand même le préalable pour être élu et pour faire valoir ses convictions. Nos élus sont soumis à l'injonction contradictoire d'être purs tout en étant des gagnants, d'être des colombes tout en étant des renards. Spoiler, ça n'existe pas, et si ça existe, c'est aux électeurs que revient la responsabilité de les désigner, parce que nous sommes en démocratie. Philippe Bilger. Je retrouve là dans votre coup de gueule, actualité, quelque chose qui est votre marque, mon cher Mickaël. C'est à la fois intelligent et critique. Et je vous rejoins absolument. Il y en a assez de cette détestation de la classe politique de la part de ceux qui se plaignent en permanence qu'elle ne soit pas à la hauteur. Comment pourrait-elle l'être avec tout ce qui lui tombe dessus? Je suis bien d'accord. Philippe Bilger, vous avez fait un pléonasme. Ce qu'écrit ou dit Mickaël Sadoun est toujours intelligent. Permettez-moi de vous le dire. Non, soyons sérieux. Non, mais mon Dieu. On n'est pas le grand échiquier. Il vous a invité en week-end ou quoi? Moi, j'ai pas reçu l'invite. Non. En revanche, quand on a connu la classe politique, alors d'il y a quelques années... Oh là là, ça y est, c'était mieux hier. Mais non, mais c'était mieux hier, oui, mais... Désolé, quand vous voyez un Giscard... Je ne me prends même pas De Gaulle, parce que ça part De Gaulle. Un Pompidou, un Giscard d'Estaing, même un Mitterrand, j'en parlais avec un journaliste avec qui je déjeunais ce midi, je dis, même Mitterrand, on n'était pas d'accord avec lui, mais c'était le dernier président qui avait de la culture, qui connaissait l'histoire de France sur le bout des doigts, et qui avait, on va dire...
moi je pense qu'un homme politique qui ne connaît pas l'histoire. Je suis d'accord. Et aujourd'hui, Mitterrand, il faisait pas de magouille et de stratégie politique. Il faisait que ça. Mais je suis entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord. Et tous ceux dont on ne connaît pas, en tout cas, les dessous. Non, mais je parle pas. Il était respecté. Voilà. Pourquoi? Oui, parce qu'à l'époque. Enfin, je vous rappelle quand même qu'à l'époque, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas tout ça. Mais j'ai le droit de penser que c'est une mauvaise chose, la transparence. Je pense que c'est une mauvaise chose. Non, mais j'ai pas dit ça. On a déshabillé le pouvoir. J'ai pas dit ça. Le pouvoir, il ne peut être qu'habillé. Non, mais j'ai pas dit ça. Je dis que c'était plus opaque que ça n'est aujourd'hui. Aujourd'hui, tout se sait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tout se sait, même le faux, parce que sur les réseaux sociaux, on fait traîner toutes les rumeurs, les pires, les plus infâmes, les plus indignes. C'est vrai. Donc ça pose question. Alors donc, bravo à Mickaël Sadoun sur le fond, avec quand même quelques divergences. Il veut rallier le pouvoir, et je crois que vous allez parler tout à l'heure de déshabillage, vous, non? C'est la critique pour la critique. Allez-y, Philippe Bilger. Alors moi, je vais défendre Bruno Retailleau, mais rapidement. D'abord, donc, vous êtes deux avocats aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord parce que je trouve que son parcours, je l'ai déjà dit, de sénateur à ministre et même maintenant de démissionnaire, est cohérent et je le salue. D'autre part, je n'aime pas les gens qui le critiquent. Emmanuel Macron lui en veut à mort parce qu'il est le responsable du fait qu'on n'a pas eu le maire alors que le président paradoxalement le voulait. Laurent Wauquiez le déteste parce qu'il a été battu sèchement. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que Bruno Retailleau va se consacrer au parti et dont il est le président, qu'il va cheffer et que son futur n'est pas mort. Oui. Oui, je suis d'accord. Moi, je trouve d'ailleurs qu'on est un peu trop dur avec Retailleau, c'est-à-dire que vraiment, on lui reproche une petite erreur. Alors, en effet, je pense qu'il aurait dû partir au firmament du conflit qu'on a eu avec l'Algérie. Je pense. Là, il y a eu une erreur de timing. Il est parti au mauvais moment et sur un motif qui avait l'air un petit peu politicien, dans le genre, ah non, pas Bruno Le Maire. Mais c'était humain. C'est détestable, ce taillot contre... Oui, mais en termes de communication, ça fait quand même un peu petit compte tenu de la dimension qu'on donnait au personnage, de pureté, d'intégrité. Qualifié d'intelligence. Non, je peux plus vous critiquer. Allez-y. On est trop dur avec Retailleau, mais il a fait une petite erreur stratégique, mais il s'en remettra à mon avis bien vite. Je suis d'accord sur l'erreur stratégique, mais il y a quand même une réalité. On n'est jamais mort en politique. Voilà. Rappelez-vous qu'après l'attentat de l'Observatoire, Mitterrand était mort, il a passé 14 ans à l'Élysée. Chirac était cuit après sa défaite en 88, il a passé 12 ans à l'Élysée. Wauquiez a perdu il y a 6 mois et il revient à la charge sur Retailleau. Absolument. François Hollande était monsieur 3%, il a passé 5 ans à l'Élysée, donc en politique, on n'est jamais mort. Voilà. Ça, je suis 1000 fois d'accord. Ouais, c'était pas les mêmes périodes, c'était pas les mêmes. Non. Mais bon, je trouve qu'on peut pas vraiment comparer. Mais bon, après, c'est vous les vraies voix, hein, c'est pas moi. Si, vous en êtes. Comme ça, je pense que les gens changent vite d'avis, que ce soit dans les années 80 ou aujourd'hui. Voilà. Oui, bien sûr. Philippe David, un sujet important, alors qui peut porter à rire, mais c'est un sujet important. ChatGPT pourrait bientôt, donc c'est annoncé pour le mois de décembre, on pourra avoir des discussions érotiques avec les adultes. Oui, c'est vous qui me l'avez appris, Cécile, et ça m'a intrigué. Oh, comment il balance? Mais c'est vrai. C'est vous qui m'avez dit, t'as vu ça? Voilà, oui, je l'ai vu. Alors, ce qui est drôle, c'est que quand je lui ai dit ça, il m'a regardé, il me dit, moi, je suis un vieux con, je comprends pas ce que tu dis. Mais c'est vrai, je le dis. Alors justement, je vais faire mon coming out donc en décembre. Alors attendez, on va faire un test à l'antenne. On va prendre ChatGPT. Voilà, faisons un test direct. Qu'est-ce qu'il faut Bougez pas. ChatGPT, est-ce que nous pouvons avoir, toi et moi, une conversation érotique? Waouh. Je comprends ce que tu demandes, mais non, ce n'est pas quelque chose que je peux faire. Pas de souci. Je suis là pour plein d'autres sujets, si tu veux. N'hésite pas à me demander autre chose. Je serais ravie de t'aider sur un autre thème. Mais pas sur l'érotisme. Exactement. C'est un peu mon terrain hors limite. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on peut discuter, donc n'hésite pas à me lancer ce qui t'intéresse d'autre. Voilà ce que dit ChatGPT pour l'instant. C'est la première fois que Cécile a été éconduite par quelqu'un. Donc vraiment, vous avez assisté ça en direct à un moment. Alors, ChatGPT, en décembre, on pourra avoir dessus des conversations érotiques. Alors, érotiques, pas pornographiques, mais ça m'inspire quelques réflexions.
Vous avez l'air déçu, Philippe Bilger. Non, mais vous savez, vous faites jamais la différence, vous, quand je vous entends. Alors, tout d'abord, pour moi, quel est l'intérêt de discuter de sexe avec une intelligence artificielle? Alors, j'ai du mal déjà d'un point de vue psychologique à interpréter cette fantasmatique. Quel peut être l'imaginaire érotique? On a vu qu'il vous répond au quart de tour, Cécile, d'une intelligence artificielle aussi perfectionnée soit-elle. Alors, il y avait le Minitel Rose, après les chats en vidéo sur Internet, auquel on peut prêter une qualité, c'est qu'il y avait un contact humain, même via une caméra. Alors moi, je me pose cette question, est-ce que l'arrivée des conversations érotiques sur ChatGPT, c'est pas la preuve que, nonobstant la fameuse libération sexuelle de mai 68, on n'est pas encore dans un monde de grande solitude et de grande misère sexuelle? C'est la question que je me pose. Mais pas du tout. Vous avez tout à fait raison. En décembre, chat, au moins, ce sera justifié comme nom. Bienvenue dans le club des poètes disparus. Ce sera dans les prochains jingles. Sérieux. Philippe, je crois qu'on n'a plus le temps, Philippe. Parce que même moi, j'ai le modèle le plus élémentaire. Vous pouvez discuter de manière vraiment psychologique. Et c'est passionnant. Non, mais moi je suis d'accord avec moi. C'est révélateur d'une époque de grande solitude. Vous l'avez essayé? De quoi? Du point de vue quoi donc, psychologique, poser des questions. D'accord. Allez, hors antenne. Pour qu'il me donne des informations, mais c'est pas un contact humain que je cherchais auprès de ChatGPT. Je trouve ça dommage. Il faut prendre le risque de l'autre. Vous avez des réponses qui sont beaucoup plus fines que celles qu'on pourrait avoir avec. Très bien. Et pas des réponses fines, pas des parties fines. Allez, restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur une opération anti-stup d'envergure dans un quartier de Grenoble. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et ça dépasse sur cette information que ChatGPT devrait pouvoir ouvrir à partir de décembre, les conversations érotiques entre adultes, bien entendu. Et c'est vrai que ça fait beaucoup parler, ça fait peur d'un côté, et d'un autre côté, certains se disent... On attend avec impatience. C'est triste, quoi. Moi, je trouve ça triste. Ouais. C'est une question de sensibilité. Je suis sadounien plus que c'est triste parce que ça veut dire que les gens sont seuls et que c'est compliqué. Mais ça veut dire que les gens ne prennent plus le risque de l'autre. C'est-à-dire qu'ils préfèrent parler à une machine qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre plutôt que d'aller vers quelqu'un qui risque de les piquer un peu. Allez, tout de suite, l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. François-Louis Bourneau. Et oui, ça chauffe du côté de Grenoble. Ce matin, une vaste opération de police inédite et innovante a eu lieu dans le quartier Mistral. Près de 400 policiers ont investi les rues dans une vaste opération anti-stupéfiants. Résultat, 3 interpellations, 24 perquisitions et plusieurs kilos de drogue saisis, ainsi qu'une arme et 10 000 euros en liquide. Une descente d'envergure dans ce secteur connu pour son trafic. D'autres opérations du même type devraient suivre dans l'agglomération grenobloise. Et Brice Gajan est avec nous, secrétaire départemental unité police Isère. Bienvenue sur Sud Radio et merci en tout cas d'y participer. Cette opération, elle est menée depuis combien de temps et préparée depuis combien de temps ? Oui, bonsoir. L'opération a été menée depuis... je ne vais pas dire plusieurs mois, mais elle a été bien préparée, parce que bien évidemment, on n'agit pas dans un quartier comme ça, avec une telle ampleur et tant d'effectifs engagés sans une préparation adéquate, et notamment en corrélation avec la justice qui nous a délivré toutes les autorisations nécessaires pour pouvoir agir dans le cadre de la loi. Philippe Bilger. À votre avis, c'est une question, c'est lié au changement de ministre ou c'était une opération prévue de longue date ? Alors écoutez, monsieur, je ne pourrais pas vous répondre à ça. Les changements de ministre sont tellement récents et tellement réguliers que je n'en sais rien. En l'occurrence, la DIPN 38 a sollicité la mobilisation de forces pour montrer deux choses. C'est qu'on était en capacité de rassembler des forces locales, des forces mobiles, avec un apport de forces périphériques sur le département d'à côté pour pouvoir s'implanter sur un quartier et montrer, comme on le sait tous, qu'aucune zone de non-droit n'existe en hiver.
Voilà. Après, je pense pas que la nomination récente d'un ministre y soit pour quelque chose. Brice Gageon, est-ce que dans ce type d'opération, on prend plutôt le petit dealer ou est-ce qu'on arrive à avoir des têtes de réseau? Alors dans ce type d'opération, c'est un peu aléatoire. Effectivement, le but principal, c'est de clairement montrer les muscles, montrer à la population que la police est présente. Et après, c'est pas une enquête de fond. Hein. Moi, je suis toujours un peu réservé sur l'aboutissement de ce genre de mesures, car bien évidemment, elles peuvent aboutir à quelque chose de conséquent. Mais si on cherche un résultat conséquent, il vaut mieux passer par une enquête de longue haleine, une commission rogatoire bien aboutie, pour pouvoir avoir des résultats bien plus conséquents et bien plus importants. Merci beaucoup. Je rappelle 24 perquisitions et plusieurs kilos de drogue saisis, des armes et 10 000 euros en liquide. Merci beaucoup Brice Gageon d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes secrétaire départemental, unité police Isère. Et si vous étiez ministre, par exemple? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez ministre de l'économie, quel impôt augmenteriez-vous et lequel pourrait baisser? Et c'est Dom qui nous appelle de Paris. Bonsoir Dom. Bonsoir. Et bonsoir toute l'équipe. Bienvenue sur Sud Radio. Alors bonsoir. Monsieur le ministre. Alors moi, aucune augmentation d'impôt déjà, on va commencer par là. D'accord. Et ça serait de la baisse, c'est de la baisse drastique sur l'impôt sur le revenu et sur les cotisations sociales des entreprises. J'ai vécu aux États-Unis et je vais m'inspirer du modèle américain qui fait que, en n'ayant pas d'impôt sur le revenu, on donne beaucoup plus de pouvoir d'achat aux Français. À partir de ce moment-là, les Français vont faire de la consommation, donc payer plus de TVA. Et qui dit surconsommation dit sur TVA, donc forcément les caisses se remplissent, mais forcément il faut produire, donc ça veut dire qu'il y aura plus de production, plus d'emplois du coup forcément, puisque quand on produit plus, ça génère des emplois, et forcément les caisses de l'État se remplissent. Et si en plus on couple ça avec une baisse massive de tout ce qui va être aide publique comme le chômage, comme le RSA, etc., forcément vous équilibrez la balance plus rapidement. Alors je me tourne forcément vers quelqu'un qui a une appétence économique, Mickaël Sadoun. Est-ce que ce ministre vous conviendrait? Ce ministre me conviendrait. Alors l'impôt sur le revenu, ceci dit, je trouve que sa progressivité a quand même de bons effets sur le tissu social français. C'est un impôt un peu iconique des 30 Glorieuses et je suis pas sûr que je le supprimerai totalement. Pas des 30 Glorieuses, il a été créé en 1914. Non, mais il est iconique de cette période. D'accord. Et c'est aussi lui qui a permis. Ce que veut dire iconique. Il est pas né en effet dans la 30 Glorieuse. Par contre, pour les cotisations sociales, je serais 1000 fois d'accord. Peut-être pas les supprimer, mais en effet, ce sont une taxation qui pèse à la fois sur les entreprises et sur les personnes. En fait, qui pèse, assez injuste, qui pèse sur tout le monde, sauf sur les comptes de la sécurité sociale, qui sont évidemment une gabegie pas possible, notamment parce que les retraites représentent un quart d'argent public dépensé. Mais bon, c'est un système à remettre globalement en cause. J'ai envie de vous dire, à l'heure où on parle de la réforme des retraites, de la suspension de la réforme des retraites, on peut difficilement parler de suppression des cotisations sociales, malheureusement. Alors moi, je vais être très court, je suis assez d'accord avec Dom sur le fond, mais l'impôt sur le revenu a baissé, il n'y a que 43% des foyers qui le payent. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait payer encore moins de foyers ou on revoit les échelles parce que c'est quand même très compliqué. Tout le monde le paierait. On se dirait c'est plus facile, mais là avec moins de la moitié des foyers qui le payent, c'est complexe. Eh ben on le met tout sur vous, Philippe David. Merci. Avec ce que vous gagnez, de toute façon vous avez largement les moyens de le payer. En général, les gens se plaignent pas vraiment de l'impôt sur le revenu. Ils se plaignent des taxations financières quand ils ont du patrimoine, des entreprises, etc. Ils se plaignent des cotisations sociales. Quand ils mettent des petits sous de côté. Oui, exactement. Mais moins de l'impôt sur le revenu qui est plutôt bien vécu, je trouve, par les Français. Merci beaucoup, Dom. En tout cas, merci. Je vous appelle Dom, pardon. Merci, monsieur le ministre. Pardonnez-moi. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Nos politiques n'ont aucune idée, mais ils seraient prêts à mourir pour elle. Et on en parle dans un instant. En attendant, les incontournables de la crypto-monnaie avec Thomas Binet. Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je reçois aujourd'hui Pierre Noisat, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, aujourd'hui avec vous, on va parler Bitcoin et moyens de paiement.
Oui Thomas, car depuis son invention en 2008, Bitcoin, initialement conçu comme un système de paiement pair à pair décentralisé, s'est imposé comme la première et la plus connue des crypto-monnaies. Après l'avoir dénigré, des institutions majeures comme le gouvernement américain ou le plus grand gestionnaire de fonds du monde, BlackRock, reconnaissent le potentiel de Bitcoin en tant que réserve de valeur universelle. Concrètement, Bitcoin nous permet de payer sans avoir l'obligation de recourir à une multitude d'intermédiaires. Alors, rappelons qu'une transaction carte bancaire en implique une dizaine, dont la banque du commerçant, celle du client, ainsi que tout un tas d'intermédiaires techniques et financiers. Mais est-ce que ces intermédiaires sont réellement un problème ou apportent-ils, en revanche, plutôt une valeur ajoutée ? Les problèmes posés par ces intermédiaires sont typiques d'un oligopole où la concurrence est limitée, voire inexistante. Sans incitation véritable à innover, les systèmes de paiement bancaire sont devenus chers et lents. D'ailleurs, comme par hasard, les virements bancaires instantanés sont apparus dès lors que les stablecoins, qui peuvent être transférés instantanément dans le monde entier, sont devenus une réalité. Mais c'est le coût des systèmes de paiement bancaire classiques qui pose problème. À l'échelle mondiale, il représente 1000 milliards par an, selon le rapport d'études annuel du Boston Consulting Group sur les paiements bancaires. Mais est-ce que ces coûts vont baisser ? Ça, c'est la vraie question. Leur croissance a ralenti, car l'émergence inéluctable des crypto-monnaies comme moyen de paiement pousse les commissions à la baisse. Mais les régulateurs de par le monde rajoutent chaque année des exigences supplémentaires sur les prestataires de paiement au prétexte de la lutte contre le blanchiment ou le financement du terrorisme. La mise en conformité avec ces régulations coûte donc de plus en plus cher. Les banques ne se privent pas de répercuter ces coûts sur leur clientèle captive du fait du monopole monétaire. Mais est-ce que Bitcoin est vraiment une alternative, Pierre ? Car certains disent quand même que Bitcoin est trop lent. Dans une transaction Bitcoin, les parties peuvent décider de ne passer que par la blockchain Bitcoin comme seul intermédiaire. C'est logique si le montant est important, car dans ces cas, les frais et les délais bancaires sont très élevés. Alors que Bitcoin permet de transférer des millions d'euros pour une commission de réseau de l'ordre de 1 euro, avec une confirmation sous 10 minutes dans la blockchain Bitcoin. En revanche, si c'est un montant usuel, disons quelques dizaines d'euros, une transaction Bitcoin peut se dérouler en dehors de la blockchain Bitcoin, on dit off-chain, en utilisant un protocole complémentaire, Lightning, éclair en français. Les transactions Bitcoin via Lightning sont instantanées, confidentielles et ne nécessitent pas de minage. Mais comment ça fonctionne, Pierre ? Le réseau Lightning fonctionne comme un porte-monnaie décentralisé. Le payeur dépose une somme sur son porte-monnaie Lightning via la blockchain, puis effectue autant de transactions qu'il le souhaite en dehors de la blockchain, tant qu'il n'épuise pas son dépôt. Est-ce que ce réseau Lightning, dont vous venez de nous parler, peut concurrencer un jour les réseaux de paiement des cartes bancaires ? Lightning bénéficie de la sécurité de la blockchain Bitcoin, mais s'affranchit de ses limites. La taille des blocs, un bloc contient au maximum 4000 transactions, et leur fréquence, un bloc toutes les 10 minutes. Contrairement à la blockchain, le réseau Lightning peut donc gérer potentiellement des millions de transactions Bitcoin par seconde si des fournisseurs de liquidités fluidifient le trafic à l'échelle mondiale. Gageons que des institutions financières s'intéresseront à ces nouveaux services dès lors que les freins réglementaires auront été levés. Pierre, pour certains, le principal obstacle à l'utilisation de Bitcoin pour les paiements est sa forte volatilité. Un commerçant qui accepte un paiement en Bitcoin s'exposerait à un risque important si le prix chute juste après la vente. C'est un mythe, Thomas. Si le commerçant ne veut pas conserver les bitcoins qu'il reçoit, il peut les convertir instantanément au moment de la transaction, soit directement via un exchange ou via un prestataire. C'est en pratique la même situation qu'un paiement en devises étrangères. D'ailleurs, la volatilité de Bitcoin a fortement diminué ces dernières années. Merci Pierre pour votre analyse. On vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 sur Sud Radio. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité. Après le flash et le coup de gueule, la question du soir. Hausse des violences envers les personnels éducatifs. Faut-il sanctionner les élèves, les parents ou les deux ? Eh bien, vous dites massivement les deux à 73%. Vous voulez réagir ? On attend vos appels au 0826 300 300. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et autour de nous, Philippe Bilger, bien entendu, et Mickaël Sadoun, et vous, 0826 300 300. En attendant, c'est le coup de gueule de Philippe David. Les
vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement, en bord de Seine, que se trouve l'Assemblée nationale. Et que certains des discours tenus hier m'ont semblé franchement surréalistes, au point d'avoir donné une crise d'urticaire à des millions de Français. On écoute ceci. Au cours des 10 derniers jours, la politique française a donné le pire des spectacles. Une image terrible, oui, mais ayez juste, messieurs et mesdames, l'élémentaire lucidité consistant à vous dire que vous y avez tous contribué. Vous avez bien entendu Laurent Wauquiez, président du groupe LR, faire la leçon sur, je cite, les politiques qui ont donné une image lamentable en se soustrayant bien évidemment de la critique. Mais Laurent Wauquiez qui déclarait dans les colonnes du journal Le Parisien le 12 janvier dernier que, je cite, envisager de revenir sur la réforme de retraite sans proposer la moindre piste de financement, c'est irresponsable, et, je cite encore, qu'il ne voterait pas un budget avec de nouvelles hausses d'impôts, n'est-il pas la quintessence de cette image lamentable des politiques qui n'hésitent pas à se renier sans la moindre vergogne pour garder leur poste, quitte à sacrifier un peu plus les comptes publics? On ne parlera pas de leur honneur perdu depuis fort longtemps. Mais ce n'était pas tout. Parmi les florilèges d'hier, il faut écouter ce morceau du discours de Gabriel Attal. Ces derniers jours, un homme, Charlie Dalin, a confié son histoire, celle du courage, en ayant gagné le Vendée Globe malgré un cancer. Dimanche dernier, dans des milliers de communes de France, dans toutes nos circonscriptions, des concerts et des marches ont eu lieu pour Octobre Rose, pour s'engager contre le cancer du sein. Hier, à Évreux, dans une ville en liesse, on a célébré le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Vous avez bien entendu, alors que le pays est en situation de banqueroute, qu'il n'est plus gouverné, que 120 attaques au couteau sont recensées chaque jour, que l'école comme le pays s'effondre dans les classements internationaux, que les faillites d'entreprises battent des records, Gabriel Attal nous vante après Charlie Dalin au Vendée Globe et les manifestations pour Octobre Rose, le Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Quitte à être dans l'actualité footballistique, il aurait mieux fait de parler du superbe but de Nkunku la veille au soir à Reykjavik, mais peut-être n'avait-il pas vu le match. À ce niveau de déconnexion avec les problèmes des Français, il n'y a plus rien à espérer. Dans les deux cas, le degré zéro de la politique, le néant absolu des idées, juste des postures et du roulement de mécanique d'un côté, le merveilleux pays de Candie de l'autre. Deux exemples qu'on peut résumer par une formule de Georges Clémenceau. Ils n'avaient pas d'idées, mais ils étaient prêts à mourir pour elles. Alors je vais être délicieusement minoritaire. Laurent Wauquiez, on a dit ce qu'il fallait en penser tout à l'heure, mais en même temps, mon cher Philippe, je ne le crois pas assez stupide pour, de manière ostensible, violer une conviction qu'il avait hier. Si on avait du temps, je pourrais trouver quelque argumentation pour justifier ce revirement. Quant à Gabriel Attal, et je ne suis plus éperdu d'admiration à son égard, même si je lui reconnais toujours beaucoup de talent, il faut être honnête. Vous citez un passage, mais il a en réalité proféré une litanie de succès français dont il espérait qu'elle viendrait constituer un contrepoint au désastre actuel. Alors, ça peut apparaître complètement déconnecté. Je sens que Michael est plutôt de votre côté. Bah oui, parce que c'est lourd, je veux l'expliquer. Non, mais il nous refait le coup de Macron avec les JO à chaque fois qu'il y a un problème politique. On va parler de sport parce que ça unit les gens. Bon, ça n'empêche que les problèmes politiques restent là. Il faut arrêter de faire de la com sur ce qui est censé unir les gens, d'autant plus qu'on est dans un moment purement politique avec le discours de politique générale. Ensuite, sur Laurent Wauquiez, moi j'ai dit que je trouvais sa stratégie pas bête, mais je le redis, cet élément de langage de nous donnons un spectacle terrible de la politique. Non, mais il faut arrêter. Il faut que les hommes politiques arrêtent de s'auto-flageller. En fait, les Français sont un peuple fier et responsable, donc ils aiment pas qu'on leur cire les pompes. Et c'est pas la peine de leur dire qu'ils sont responsables de rien. Les Français sont aussi responsables de la situation. Ils ont voté pour Emmanuel Macron en 2007, ils ont voté pour Emmanuel Macron en 2022, et ils ont revoté pour à peu près une majorité centriste, en tout cas ça s'est constitué comme ça, en 2024. Donc maintenant, s'ils veulent que ça change, eh ben, ils ont qu'à voter différemment.
Voilà, j'aimerais pas l'avoir comme prof, je peux te dire que... non, moi je le trouve très bon. Il m'adore. Mais je plaisante, bien entendu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de filles. J'enseigne dans des écoles de communication, ce sont des métiers féminins, et j'en suis ravi, elles sont brillantes. Voilà. Il faut dire qu'elles ont un bon prof. Vous enseignez une communication gestuelle? Non, Philippe. Non. Enfin. C'est pas en école de théâtre. Non, mais c'est pas. Oui, mais il paraît. C'est pas le geste médical, c'est la communication. J'ai entendu une chose très passionnante sur la gestuelle de Sébastien Lecornu à l'Assemblée nationale. Quand on est en permanence penché, ça ne donne pas véritablement confiance dans l'orateur. En effet. Le langage corporel est très important. Bien sûr. Regardez et ça bloque la respiration. Ce qui est mauvais pour une bonne éloquence, il faut avoir les épaules décontractées. Absolument. Voilà. Regardez Philippe David. Actuellement. Regardez, c'est son ventre qui parle. Et non son bas-ventre. Je vous en prie. Il y a déjà Bilger pour ça. Et allez, vous restez avec nous dans un instant. Plus sérieusement, on va revenir sur ces agressions et ces harcèlements envers les personnels d'éducation qui se multiplient dans les établissements scolaires, Philippe. Oui, on vous pose cette question. Hausse des violences envers les personnels d'éducation, faut-il sanctionner les élèves, les parents, les deux? Eh bien, vous dites à 73% les deux, à 19% les parents, à 8% les élèves. Et moi, je crois qu'il faut qu'enfin on sanctionne les personnes déviantes, qu'elles soient jeunes ou moins jeunes. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec Philippe David autour de cette table, Philippe Bilger et Michael Sadoun. Et vous au 0826 300 300 avec la question du soir. Cette question, on va revenir justement sur les agressions et le harcèlement envers les personnels d'éducation qui se multiplient dans les établissements scolaires, Philippe. Oui, à cette question, hausse des violences envers les personnels d'éducation, faut-il sanctionner les élèves, les parents, les deux? Vous dites très largement les deux à 73%, les parents à 19% et les élèves à 8%. Vous voulez réagir? Vous êtes personnel d'éducation, vous avez été victime d'agression. Appelez-nous au 0826 300 300. Et tout de suite, la question du soir. À Tourcoing, dans le Nord, une élève va frapper sa professeure après avoir refusé d'enlever son voile. Une professeure de maths a été violemment agressée par un de ses élèves de seconde en plein cours. Entre l'élève à gauche et la professeure à droite, le ton monte très vite. Ça s'est passé au lycée Montaigne, à Paris. Prestigieux établissement. La prof avait juste fait une remarque à l'élève. Depuis plusieurs années, on sent bien une forme, si vous voulez, de menace par rapport à l'essence même de notre métier. Et il lui a scellé 3 coups de poing au visage et 2 dans le dos. Menacer un professeur, c'est menacer la République. Les vraies voix Sud Radio. Et donc avec des chiffres, puisque l'association autonome de solidarité laïque alerte sur une forte hausse des problèmes rencontrés par les personnels éducatifs. En 5 ans, les demandes d'aide ont augmenté de 23% avec une forte progression de 14%, rien que sur l'année dernière, Philippe. Et donc, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur le pas de vague, on voit que ça continue en fait. Alors, il y a des phrases ridicules. Menacer un professeur, c'est porter atteinte à la République. Paradoxalement, cette espèce de pompe des mots est une manière de ne pas répondre aux défis que pose la violence au quotidien. En ce qui me concerne, à la question de Sud Radio, bien sûr, immédiatement sanctionner l'enfant, le mineur, qui a commis la violence. Et ensuite, pour les parents, je serais plus nuancé, dans la mesure où, d'abord, je ne crois pas qu'il y ait de lien mécanique et obligatoire entre l'éducation et le comportement d'un enfant, même si, bien sûr, la vigilance des parents est utile. Et je ferai juste un amendement à mon propos lorsque, par exemple, on rencontre un mineur qui commet en permanence des transgressions et des violences. Là, je crois qu'on pourrait s'interroger sur la responsabilité pénale des parents. Mais quand c'est fortuit, c'est difficile. Si vous étiez père de famille, enfin vous êtes père de famille, Philippe Bilger, et que votre enfant venait se plaindre d'avoir été tapé par un prof, et que le prof vous dit, vous réponde que ça n'est pas vrai. Donc, qui
qu'est-ce que vous... Enfin, en tout cas, quelle serait votre attitude? Votre question est très pertinente, ma chère Cécile, parce que moi, j'appartiens à une génération, et je m'en flatte, où les professeurs avaient toujours raison, et où, en réalité, la plupart du temps, ils n'étaient pas discutés dans leur pédagogie. Et aujourd'hui, et ensuite, entendons-nous, j'aurais la certitude absolue que mon enfant n'a pas commis la faute qui lui est reprochée, j'irais dire très courtoisement au professeur, expliquez-moi ce qui s'est passé, mais évidemment, je lui porterai pas des coups comme malheureusement ça arrive trop souvent. Michael Sadoun. Je pense qu'il faut d'abord, évidemment, dans l'immédiat, sanctionner l'élève. Il faut que l'administration, évidemment, donne la confiance au professeur qui peut répondre de la manière qu'il souhaite, parce qu'on fait confiance au professeur pour s'adapter à la situation et pour pas faire n'importe quoi. Évidemment, on n'attend pas de lui qu'il tape les élèves, mais désolé de vous dire que quand un enfant arrive à l'adolescence, il lui arrive de rentrer dans un rapport un peu physique avec les adultes. Désolé de vous dire que s'il y a besoin de choper un élève par le col pour le sortir de la classe, de temps en temps, il y a besoin de faire ça. Je sais que c'est pas politiquement correct de le dire, mais je le pense. Donc, de là à frapper un élève, évidemment, il y a un écart immense et personne ne peut soutenir ça. Mais d'abord, c'est ça. Et ensuite, si le parent il vient se plaindre, on lui explique qu'on a fait les choses de manière proportionnée à la violence de son enfant et à son insubordination. Et puis, s'il n'est pas content, il a qu'à retirer son enfant de l'école. Donc, c'est là aussi qu'on engage la responsabilité des parents. Mais le centre de tout ça, c'est qu'il faut redonner de l'autorité au professeur. C'est lui qui a le savoir, c'est lui qui bosse pour ça, c'est lui le professionnel. Donc, le rectorat doit faire confiance, l'administration doit faire confiance, et c'est lui qui gère. Moi, je crois qu'il y a un adversaire total, c'est le pas de vague. Et le pas de vague qui est quand même la règle qui prévaut. Et la réputation de l'établissement. Pourquoi le pas de vague? Justement, pour ne pas toucher. Je connais très bien quelqu'un qui a été agressé en cours par le frère d'un élève qu'elle avait collé. C'était il y a 20 ans, une vingtaine d'années, donc ça date un peu maintenant. Et quand elle a voulu porter plainte, on lui a dit non, mais pour la réputation de l'établissement, tant pis, vous avez été frappé devant vos élèves, mais c'est pas grave. En clair, pas de vague, il faut surtout se taire. Alors ça, c'est la victoire absolue pour les voyous et pour leur famille. En revanche, quand il y a des parents, parce que ça arrive que des parents viennent frapper des profs, ça arrive même plus fréquemment qu'on ne le dit. Moi, j'estime que la justice devrait être implacable. Implacable. Est-ce que vous avez vu souvent des parents qui ont tapé des profs finir avec une peine de prison ferme? Jamais. Alors, Philippe Bilger me dira peut-être que c'est trop sévère, mais moi j'estime que quand on dit, et je le dis, qu'il faut protéger tous les corps qui représentent l'État, c'est-à-dire les policiers, c'est-à-dire les pompiers, c'est-à-dire les médecins, c'est-à-dire bien évidemment les professeurs, c'est-à-dire bien évidemment le fonctionnaire qui est aux impôts ou à la CPAM, qui n'a pas à se faire insulter ou taper dessus. J'estime qu'il faut une réponse pénale immédiate, forte et surtout appliquée immédiatement. Mais malheureusement, comme on a une justice en déshérence, alors il y a les problèmes de budget, le manque de places de prison et toutes les litanies qu'on nous fait depuis des années, il n'y a pas de sanctions. Donc faut pas s'étonner qu'après, que sur la dernière année, le nombre de cas signalés était de 14%, mais quand on prend tous ceux qui ne sont pas signalés, à mon avis, c'est beaucoup plus que ça. Seuls 8% des dossiers aboutissent à un dépôt de plainte. Derrière le pas de vague, il faut pas oublier autre chose, c'est que je pense que beaucoup des événements qui se déroulent et des violences qui sont perpétrées viennent du fait que les titulaires du pouvoir n'ont plus le courage de l'autorité. Aussi. C'est fondamental. C'est tout à fait vrai. Oui, alors désolé de le mettre en lien avec la légère gauchisation de l'éducation nationale, mais en effet, il y a eu pendant un moment une doctrine appliquée par les profs eux-mêmes et qui a consisté à dire qu'ils n'étaient pas légitimes à appliquer l'autorité, donc il va falloir quand même en revenir. Allez, tout de suite, merci beaucoup messieurs, l'idée qui marche, qui fonctionne. Moi, les vraies voix Sud Radio. La Corse va subventionner les billets d'avion pour 250 000 touristes par an. Et donc, on va en parler avec Christian Costa, qui est avec nous. Bonsoir. 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 Vous êtes vice-président des Gîtes de France en Corse et vous dites que vous allez être impacté vis-à-vis que votre activité va être impactée. Impacté, enfin je trouve que c'est un mot un peu gros. Ça risque de changer pour nous peut-être. Voilà, pour nous et pour tous les gens qui travaillent dans le tourisme.
Non, mais est-ce que ça veut dire que pour vous c'est une bonne idée? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est une opération? Parce qu'on sait très bien que la Corse, forcément, ça a des moments de vacances et qu'il est toujours important pour vous, et vous vivez beaucoup du tourisme. Est-ce que ça va dans le bon sens selon vous? Nous, à nous, ça va dans le bon sens. Nous, vous savez, les Gîtes de France en Corse, c'est 1250 hébergements, dont un quart est ouvert l'hiver. Donc nous, il y a des gens qui font ça. Mais nous, on a une saison qui commence début avril et qui se termine au mois d'octobre. Et là, on nous fait miroiter que peut-être on arriverait à avoir du monde... pas seulement au mois de juillet, août, sur les ailes de la saison, donc même dans les mois qu'on dit creux, nous ici en Corse. Alors, c'est la collectivité territoriale de Corse qui va mettre la main à la poche quand même pour subventionner les lignes aériennes, notamment avec 2 compagnies. Et est-ce que c'est aux contribuables corse, parce que là c'est la collectivité de Corse, donc c'est les impôts locaux, mais qui touchent aussi de l'argent du continent, est-ce que c'est aux contribuables de payer les compagnies aériennes pour subventionner des vols ? Alors, déjà, c'est pas 2 compagnies aériennes. Il va y avoir en tout, il y aura 36 lots. Pour le moment, il y en a 9 il y en aurait que 9 vols domestiques et 3 internationaux pour le moment. Mais pour les investissements, c'est la collectivité de Corse qui, enfin, moi, je vous raconte ce que j'ai entendu. Oui, bien sûr. Qui va mettre au pot 2,5 millions et qui attend un retour de 100 millions sur l'affaire. Donc, c'est du win-win, hein. Oui. Mais est-ce que ça veut dire que il y a une petite injustice peut-être pour les locaux de ne pas bénéficier aussi de ces tarifs, non ? Mais les locaux, madame, ils ont un tarif depuis que les nouveaux sont arrivés aux affaires. Nous avons un tarif résident. C'est un tarif qui, des fois, est un peu plus cher peut-être que le tarif normal, mais ce sont des tarifs qui sont modifiables, sont des billets qui sont modifiables et remboursables sur le bord à bord, c'est-à-dire sur Nice-Marseille et sur Paris. Quel type de touristes viennent en Corse aujourd'hui? Est-ce que c'est une vraie, enfin, vraiment de l'international, ou c'est surtout l'Hexagone? Alors, les chiffres, vous savez, c'est la France arrive, je crois, à 80%, et tout le reste, l'étranger, c'est le reste, c'est 19, et quelques pourcents. Hein. D'accord, mais de la métropole, vous avez parlé de Nice-Marseille, alors là où Toulon, c'est vraiment les voisins, il y a même des lignes de bateaux pour y aller en une nuit, donc c'est quand même très rapide, mais je sais pas, il y a beaucoup de Bretons, d'Alsaciens ou de Ch'timi qui viennent en Corse? On a, écoutez, moi, dans ce que je vois, nous avons beaucoup de Bretons, c'est vrai, beaucoup de ch'tis, comme vous dites. Ils parlent comme ça. Beaucoup de Parisiens. Oui, mais les Parisiens, c'est logique, il y a des lignes d'avion direct. Les Parisiens, ils vont à Porto Vecchio, je crois. Ouais. Si vous voulez, le souci qu'on a en Corse, c'est-à-dire que on n'est pas un gros marché, donc il y a des compagnies qui vont venir ici pour écrémer en saison. Donc ce que veut faire la collectivité de Corse, c'est de leur demander de venir avec des garanties, c'est de venir même hors saison. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on va leur demander de venir, au début ça va être pendant 8 mois, et puis après on va essayer d'étaler sur toute la saison, mais avec des quotas. Il faudra qu'ils amènent tant de passagers par vol qui leur sont réclamés. D'accord. Et s'ils n'amènent pas ces passagers, mais donc il y aura des pénalités. Donc moi je pense que pour moi j'ai trouvé que c'était un bon deal. Bah oui, après si c'est efficace et que tout le monde est content, c'est plutôt une très bonne solution. Et je rappelle quand même que vous nous écoutez encore sur le 99.6. Oui. Voilà. Et cher monsieur, bien entendu, vous écoutez Sud Radio, on est d'accord? Bien sûr. Bien sûr. J'adore les Corses, je les aime d'amour. C'est du win-win, c'était du Corse. Voilà. Merci mille fois à Christian Costa d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes vice-président de Gîtes de France en Corse, et allez-y, allez visiter hors saison cette tellement jolie Corse. On aime les Corses. Pour vous dire que le tourisme en Corse, il avait démarré au 19e siècle, à la fin du 18e, et au départ, c'était l'hiver, le tourisme en Corse. Mais il faut y aller en hiver, c'est tellement beau. Et en plus, la Corse. Ah là là, parce que moi, je connais des Corses qui me disent qu'en hiver, c'est un petit peu désert quand même. Non, mais c'est calme, c'est calme. C'est calme. C'est calme, et vous avez le temps. Un peu de soleil, et vous avez le temps. Voilà, c'est ça.
Le temps de vivre. Et c'est le bon moment pour déguster les clémentines de Corse. Exactement, qui sont vraiment plein de excellentes. choses. En tout cas, voilà, on est des amoureux de la Corse. Merci beaucoup Christian Costa, merci Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun. Vous restez avec nous dans un instant. On va vous parler d'une opération qui s'appelle le Be a Boss, avec des lauréats de cet événement incroyable, avec des idées un peu dingues. Dont Sud Radio est partenaire d'ailleurs. Absolument, c'est bien de le dire. On en parle dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous donner toujours la parole dans ces temps difficiles. Pour ça, Sud Radio champion. Sud Radio, parlons vrai.